Cette les gens conférence va continuent. maintenant être enregistrée. Je vois que les gens commencent à continuer à arriver. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir répondu présent à ce webinaire sur les C2E organisé par la T2E et particulièrement par la T2E Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la T2E et je vais commencer par la T2E Nouvelle-Aquitaine. La T2E Nouvelle-Aquitaine est présidée par Philippe Denis. Elle couvre, comme son nom l'indique, toute la Nouvelle-Aquitaine et nous sommes organisés en 3 bureaux, notamment un bureau Limousin-Poitou que j'ai l'honneur d'animer, avec une équipe que je remercie. Je ne vais pas les citer parce qu'on est 8 ou 9 dans l'équipe. En tout cas, je les remercie parce qu'ils m'ont aidé aujourd'hui à organiser ce webinaire. Et puis, bien entendu, je remercie déjà à l'avance Marc pour l'intervention qu'il va nous faire. Ce webinaire, en fait, il vient, et on avait prévu un colloque à Poitiers le 10 avril, que l'on, bien entendu, que nous les avons dû annuler. Et puis, nous l'avons reporté au 10 juin, que nous avons dû également annuler. Et donc, nous allons le reporter au mois de novembre sur un colloque plus consistant sur les C2E, plus précis, avec plus d'exemples et des témoignages. Donc, vous serez bien entendu tous conviés à ce colloque que nous allons organiser avec la CCI de Poitiers et bien entendu avec l'ADEME que je remercie. Je remercie d'ailleurs les 2 CCI, la Haute-Vienne et la Vienne, pour l'organisation et de ce webinaire et du prochain colloque et l'ADEME. Donc ce webinaire, il a pour objectif de vous informer, bien entendu, et de servir de teasing à ce prochain webinaire, à ce prochain colloque, pardon, qui aura lieu en collaboration avec Grand Poitiers. Alors, qu'est-ce que la T2E? La T2E, c'est une association qui est indépendante, comme vous le voyez sur la planche devant vos yeux, qui a été créée en 78. Aujourd'hui, il y a plus de 2200 adhérents et décomposée en 13 délégations régionales, dont la délégation Nouvelle-Aquitaine dont je viens de vous parler à l'instant. L'objectif, c'est de favoriser la maîtrise de l'énergie, c'est d'aider les utilisateurs et les consommateurs à économiser et à bien gérer l'énergie, et c'est de concourir à la lutte contre les gaz à effet de serre et entre notamment parfaitement dans le cadre de la transition énergétique qui fait la une depuis quelques mois. La T2E est également constituée de 6 clubs. Vous les avez sous les yeux. Le club biogaz, le club certificat d'économie d'énergie, animé par Marc Gendron et qui va nous faire sa présentation. Et puis le club stockage d'énergie, le club stockage d'énergie, le club Power to Gas, le département efficacité énergétique et le club pyrogazéification. Par ailleurs, la T2E édite un bimensuel d'actualité de l'énergie, un bimensuel de 32 pages, que je vous recommande parce que moi je le trouve particulièrement bien fait. On reçoit tous beaucoup d'informations sur l'énergie, beaucoup de magazines. Vraiment, le magazine de la T2E, Énergie Plus, est vraiment très pertinent, facile à lire, des articles relativement concis, et je ne peux que vous le recommander. Voilà. Pour des questions d'organisation, avant que je passe la parole à Marc, je vous demanderai bien entendu de couper vos micros quand vous êtes connectés, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écho. J'ai la main, j'essaierai de couper les micros aux personnes qui ne l'auront pas fait. Je vous demande également, si vous le pouvez, de poser vos questions par le chat. Je vais surveiller les questions et j'interromprai Marc quand les questions seront pertinentes pour qu'il puisse y répondre. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je voudrais qu'on tienne les délais. Et donc, je vais passer la parole à Marc. Marc, tu as la parole. Écoute, merci beaucoup Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Marc Gendron, je suis le délégué général du club certificat d'économie d'énergie et je vais effectivement vous parler ce matin là, faire un point sur le dispositif certificat d'économie d'énergie. On regardera quelques cas concrets de fiches d'opérations standardisées. Ensuite, on regardera comment vous pouvez bénéficier d'opérations spécifiques. Et puis, un sujet d'actualité qui est la complémentarité entre les certificats d'économie d'énergie et avec les aides ADEME et
au-delà de ça, des aides régionales. Et juste un point complémentaire, là, puisqu'il y a déjà une question de Marina Galindo. Nous mettrons bien évidemment à votre disposition une copie de la présentation après ce webinaire. Alors il y a Madame Jagui qui ne voit pas le support de présentation, c'est bizarre parce que normalement c'est automatique. Voilà. Alors, quelques mots sur le dispositif des C2E dans un premier temps. Donc le dispositif des C2E est un dispositif qui existe depuis 2006, donc qui est issu des accords de Kyoto et qui a été introduit par la loi POP en 2005. Et l'objet de ce dispositif des C2E, c'est bien de travailler sur les économies d'énergie finale. Et ce, dans plusieurs secteurs qui sont à la fois le secteur résidentiel, tertiaire, petite et grande industrie, agriculture, réseau et transport. Alors le dispositif, il fonctionne par période de 3 ans, c'est-à-dire que l'État va imposer aux vendeurs d'énergie, donc vendeurs d'électricité, gaz, carburant, fuel, va inciter ces acteurs énergétiques à mettre en œuvre des économies d'énergie chez leurs clients ou chez leurs prospects. Donc ces acteurs, ces fournisseurs d'énergie sont appelés dans notre jargon les obligés. Donc ils ont une obligation de réaliser des volumes d'économies d'énergie chez leurs clients et leurs prospects. Et pour ce, donc les acteurs qui réalisent ces économies d'énergie donc sont appelés dans notre jargon les bénéficiaires. Donc ce sont les particuliers, les collectivités locales, les entreprises, etc. Et tout ça, donc les économies d'énergie réalisées sont matérialisées par le certificat d'économie d'énergie. Alors parallèlement à ça, vous avez d'autres acteurs qui peuvent aussi produire des certificats d'économie d'énergie, mais qui ne sont pas obligés, qui sont les éligibles. Donc je vais revenir après, qui sont faites dans les grandes lignes les collectivités locales, qui peuvent réaliser des actions d'économie d'énergie et ensuite déposer les certificats d'économie d'énergie produits, puis revendre ces certificats d'économie d'énergie sur le marché secondaire. Et donc, ce qui veut dire que les certificats d'économie d'énergie ont une valeur financière aujourd'hui. Alors, le schéma, pour que tout le monde comprenne bien, donc vous avez l'autorité administrative qui va fixer des obligations d'économie d'énergie sur des périodes triennales et qui va contrôler et délivrer des certificats d'économie d'énergie. Et donc, qui fixe ces objectifs aux acteurs obligés, donc les énergéticiens, Engie, BP, Total, EDF, Direct Énergie, mais aussi Carrefour, l'INEF. L'INEF, c'est le groupe Leclerc, etc. Donc, ces acteurs, ils doivent mettre en place des actions d'économie d'énergie chez les consommateurs finaux. Pour prétendre à certificat d'économie d'énergie, et ça, c'est la pierre angulaire du dispositif, ils doivent démontrer leur rôle actif et incitatif. C'est-à-dire qu'ils doivent démontrer à l'autorité administrative qu'ils ont bien incité un consommateur final à réaliser une action pertinente et performante sur le plan énergétique. Et pour ce, ils peuvent apporter des primes certificats d'économie d'énergie, donc en euros, donc c'est-à-dire financer une partie de l'installation, ou apporter des services gratuits, ou apporter des bons d'achat. Et parallèlement à ça, donc le côté gauche du slide, vous avez donc les acteurs qui ne sont pas obligés, qui sont des éligibles, donc qui peuvent être les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie mixte et SPL, dont l'objet est l'efficacité énergétique. Ces acteurs peuvent faire des actions d'économie d'énergie, soit sur leur propre parc, soit auprès du consommateur final, et ensuite produire donc des certificats d'économie d'énergie, et donc venir les déposer sur la plateforme des certificats d'économie d'énergie. Et une fois qu'ils ont produit ces certificats d'économie d'énergie, ils peuvent les revendre sur un marché d'échange des certificats d'économie d'énergie. En gros, les acteurs obligés donc peuvent venir se fournir, s'ils le souhaitent, sur ce marché d'échange et acheter donc des certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, en gros, qu'est-ce que c'est? Les certificats, ils sont comptabilisés en kilowattheure QMAC. Le kilowattheure QMAC, c'est quoi? C'est le kilowattheure, on comprend, c'est une économie d'énergie réalisée à un moment donné. Et cumuler le QMAC est pour cumuler, actualiser, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la durée de vie des équipements
avec un taux d'actualisation de 4% qui vient prendre en fait en compte la baisse de performance des équipements sur leur durée de vie. Et donc, on va calculer et on va attribuer un forfait en fonction de la durée de vie de l'équipement. Donc, bien évidemment, plus un équipement a une durée de vie importante, plus le forfait certificat d'économie d'énergie va être important. Donc, si on prend par exemple une pompe à chaleur, quand vous substituez une chaudière fuel par une pompe à chaleur, on va d'abord faire le calcul des économies potentielles générées par une pompe à chaleur par rapport à une chaudière fuel. Ensuite, on va prendre la durée de vie de cette chaudière fuel, donc 17 ans, et on va calculer le kilowattheure cumulé actualisé sur 17 ans. Les certificats d'économie d'énergie sont délivrés par le pôle national des certificats d'économie d'énergie après réalisation des travaux. L'obtention des C2E se matérialise par l'obtention de kilowattheure QMAX sur un compte électronique. Donc chaque demandeur, chaque obligé a un compte. Il va déposer sur ce compte les certificats d'économie d'énergie. Et à la fin de la période, le pôle national certificat d'économie d'énergie va vérifier par rapport à l'objectif que devait réaliser l'énergéticien s'il est à l'objectif ou en deçà de l'objectif. S'il est en deçà de l'objectif, il devra payer une pénalité de 15 € par mégawattheure QMAC. S'il est à l'objectif, il y a un effacement de son niveau d'obligation sur la période. Et s'il est au-dessus de l'objectif, l'obligé peut tout à fait réutiliser le surplus de C2E produits pour la période d'après. Généralement, les C2E sont valables sur trois périodes. Alors là, ça a changé. On est maintenant valable sur 2 périodes. Et dans certains cas, les certificats d'économie d'énergie peuvent être bonifiés. Donc, dans le cadre du contrat de performance énergétique, dans les zones non interconnectées, dans le cas de la grande précarité énergétique, et le dispositif intègre depuis 2017 des dispositifs de type coup de pouce dans lequel une partie des C2E sont bonifiés par la DGEC. Alors, quelles sont les possibilités pour les obligés de produire des certificats d'économie d'énergie? Alors, tout d'abord, ils peuvent travailler sur des opérations d'économie d'énergie, donc chez leurs clients ou leurs prospects, donc inciter à des opérations d'économie d'énergie, et ils peuvent le faire de 2 manières, soit au travers d'opérations standardisées, j'y reviendrai un peu plus tard, soit au travers d'opérations spécifiques, et j'y reviendrai aussi un peu plus tard. À noter que pour les opérations spécifiques, depuis le 22 septembre 2019, les installations soumises à quota CO2, donc ce qu'on appelle les installations EUETS, peuvent être éligibles au certificat d'économie d'énergie sous la forme d'opérations spécifiques. Ensuite, la deuxième possibilité qui est donnée aux obligés, c'est de contribuer financièrement à des programmes C2E. Donc, il y a eu une quarantaine de programmes aujourd'hui qui sont en cours. La T2E porte d'ailleurs 2 programmes, qui est le programme Pro-REFI, qui vise à former des référents énergie dans l'industrie, et le programme Pro-SMEN, qui vise à accompagner les entreprises sur la certification ISO 50001 et qui accompagne jusqu'à 40 000 € les démarches de mise en œuvre de systèmes de management de l'énergie dans les entreprises. Ensuite, les acteurs peuvent acheter des certificats d'économie d'énergie sur le marché. Ils peuvent déléguer leurs obligations à des tiers. Donc, c'est pour ça que dans le dispositif, vous avez des obligés, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des délégataires. Donc, des délégataires prennent une partie de l'obligation d'un obligé et deviennent de ce fait obligés, puisqu'ils deviennent responsables de la production pour le compte, vis-à-vis de l'administration. Et puis, dernier point, ils peuvent payer une pénalité de 15 € du mégawattheure QMAC s'ils n'ont pas réalisé leurs objectifs. Peut-être une pause, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou je continue? Marc, tu peux continuer. Pour l'instant, il n'y a pas de questions sur le chat, donc tu peux avancer. Je t'interromps dès que... Alors, très bien. Quelques exemples si vous n'avez jamais vu de fiches d'opération standardisées, donc quelques exemples de fiches d'opération standardisées. Donc, nous avons aujourd'hui un catalogue de fiches d'opération standardisées
donc qui permet en fait d'atteindre de mettre en place des actions d'économie d'énergie sur tous les marchés. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dispositif C2E, c'est un dispositif industriel. C'est-à-dire que dans une fiche d'opération standardisée, on va fixer une situation de référence. Et par rapport à cette situation de référence, on va fixer une situation cible. Et on va calculer donc une économie d'énergie entre cette situation cible et cette situation de référence. Alors la situation de référence… Marc, je vais t'arrêter parce que j'ai 2-3 questions qui sont arrivées avant de rentrer dans le détail. Il y a une première question qui me demande comment on définit une période C2E. Alors la période C2E, elle est définie par la Direction générale énergie-climat et elle est définie par décret. Et généralement, ce sont des périodes de 3 ans. Alors, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la période, dans la 4e période, donc depuis, je vous ai dit que ça avait démarré en 2006, et donc nous sommes dans une période qui a démarré au 1er janvier 2018 et qui initialement devait se terminer au 31/12/2020. Et l'année dernière, du fait d'un manque de production de l'ensemble des acteurs, la DGEC a décidé d'allonger la durée de cette période d'1 an. Donc la 4e période, elle a démarré donc au 1er janvier 2018, elle se terminera au 31/12/2021. Donc on a toujours la possibilité de jouer sur les périodes, et généralement c'est les périodes de 3 ans, voire 4 ans. Donc en 2022, au 1er janvier 2022, on démarrera une 5e période. Et donc la question qui va se poser à nous à un moment donné, c'est de savoir de quelle durée sera cette période. Est-ce qu'elle sera de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Ça, c'est la première question. Il y a des questions sur les délégataires, sur le rôle de la oui. Comment s'organisent les délégations Alors, comment sont… D'accord. Alors, quelques mots sur les délégations. Donc, il me semble que quand on allonge une période, quand on passe de 3 ans à 4 ans, le quota affecté aux obligés augmente au prorata. Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Donc, juste sur la période, donc là, on était par exemple en 4e période, on était sur 3 ans. Et la DGEC a effectivement rajouté 1 an à cette période et rajouté une obligation. En gros, ils ont pris l'obligation sur les 3 ans qui était fixée dans le cadre de la 4e période et ils ont rajouté cette obligation, donc 533 TWh sur une année. Mais on a connu en deuxième période, par exemple, une année de rallonge de cette période sans rallonge des objectifs. Donc, je dirais que tout est possible. Quelques mots sur la délégation. Donc, un délégataire, c'est une société qui va se déclarer à la Direction générale énergie-climat et qui va donc prendre une partie de l'obligation d'un obligé et qui va de ce fait devenir responsable de la réalisation de cette obligation vis-à-vis de l'administration. Ce qui veut dire que si à la fin de la période, la société n'a pas atteint les objectifs de son obligation, elle devra payer une pénalité de 15 € du mégawattheure CUMAC. Généralement, donc en 3e période, on avait 80 sociétés qui étaient délégataires et la DGEC, au moment de la 4e période, a décidé de durcir un peu les conditions d'acceptabilité des délégataires et notamment en prenant en compte des dimensions sur la solidité financière des entreprises, sur la solidité technique des entreprises, sur leur capacité à mettre en place des contrôles, à mettre en place des procédures de production fiables des certificats d'économie d'énergie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 4e période, on est passé donc de 80 à 30 délégataires aujourd'hui. Donc pour être délégataire, il faut déposer un dossier à l'administration pour pouvoir prétendre à devenir délégataire. Alors la période ne risque-t-elle pas d'être prolongée vu le contexte sanitaire actuel? Non, je ne pense pas.
puisque déjà la DGEC a pris dans le cadre de cette crise sanitaire un certain nombre de mesures, notamment des mesures en matière d'allongement des délais d'instruction des dossiers. Normalement, entre la fin d'un chantier et le dépôt d'un dossier, vous avez un an. Ils ont repoussé de 3 mois la possibilité d'instruire des dossiers. Donc, ils ont donné un peu du mou à l'ensemble des acteurs sur la réalisation de ces dossiers. Donc, je ne pense pas que cette période sera à nouveau allongée au-delà du 31/12/2021. Alors, j'ai une question aussi sur le marché des C2E, sur le prix du kilowattheure Cumac. Est-ce qu'il va-t-il rester libre à l'offre et à la demande, ou est-il envisagé de le réglementer pour limiter les fortes variations de prix? Alors effectivement, monsieur Kishoki, pardon, vous avez raison, le prix du certificat d'économie d'énergie répond au principe de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus les obligés et les délégataires sont longs dans leur production de certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire plus ils sont en capacité de produire du C2E, plus les volumes sont importants, et donc plus ils ont des chances de répondre à leur au niveau d'obligation. Et là, plus les prix ont tendance à baisser, puisque bien évidemment, comme ils sont longs, ils n'auront pas tendance à vouloir racheter des certificats d'économie d'énergie pour répondre à leur niveau d'obligation. A contrario, quand le marché est tendu, les prix montent. Alors c'est ce qu'on a connu là depuis 2016. En juillet 2016, les prix du certificat d'économie d'énergie s'échangeaient autour de 1,80 €, 1,50 €. Et en décembre 2019, les prix des certificats d'économie d'énergie s'échangeaient autour de 9 €, 9,50 €. Donc on a vu une très forte inflation des prix depuis 2016. Alors qui est liée en fait au fait que entre la 3e et la 4e période, les obligés ont démarré une nouvelle période sans stock. C'est-à-dire qu'ils avaient il y avait à peu près 50 TWh Cumac de stock. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on est passé d'un niveau d'obligation 3e période de 700 TWh Cumac à 1600 TWh Cumac. Et donc, ça a créé, bien évidemment, une pression très forte sur les niveaux de production et sur les prix des certificats d'économie d'énergie. Donc, aujourd'hui, on est sur un prix qui, effectivement, n'est pas du tout régulé, on va dire. C'est vraiment le principe de l'offre et la demande. Et le seul moyen de réguler ce prix, c'est ce que fait la DGEC, c'est en ouvrant plus ou moins des gisements aux acteurs. Alors, les gisements, ils peuvent être ouverts de différentes manières. Première manière, vous créez des programmes et vous donnez la possibilité aux acteurs de produire des certificats d'économie d'énergie au niveau des programmes. Et deuxième possibilité, c'est de proposer, par exemple, des dispositifs coup de pouce. Donc aujourd'hui, on a des dispositifs coup de pouce pour le chauffage, on a des dispositifs coup de pouce pour l'isolation, on a des dispositifs coup de pouce pour la rénovation globale de maisons individuelles ou de logements collectifs. Il y a un dispositif coup de pouce qui est en train d'être créé sur la mise en place de thermostats. Donc, et le dispositif coup de pouce, il vient s'appuyer sur une fiche d'opération standardisée et bonifier cette fiche d'opération standardisée. Donc, artificiellement, vous créez plus de certificats d'économie d'énergie sur le marché. Et donc, la DGEC, aujourd'hui, régule le dispositif C2E en jouant à la fois sur la mise en œuvre de programmes, à la fois sur la mise en œuvre de coups de pouce, et à la fois en allongeant les périodes s'il y a besoin. Voilà un peu dans les grandes lignes je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. Thierry, tu me confirmes? Oui, c'est bon. Et il y avait juste une question toujours sur les délégations qui était oui. Quel est l'intérêt pour un délégataire de prendre des quotas à sa charge, sachant qu'il risque de payer des pénalités? Alors, en fait, un délégataire,
Ouais. Un délégataire, c'est une société qui s'est spécialisée dans la production des C2E et qui va se rémunérer notamment sur la revente de son excédent de production sur le marché. Donc l'idée, c'est l'objet du délégataire, c'est bien de créer un business model de production de certificats d'économie d'énergie et de revente des certificats d'économie d'énergie à un prix supérieur à son coût de production. Donc ce sont vraiment des entreprises qui aujourd'hui sont spécialisées. Alors à l'origine, ce sont souvent des entreprises qui avaient des noyaux de bureaux d'études et qui se sont spécialisées dans le dispositif C2E. Je reviendrai un petit peu sur ces entreprises, notamment sur les prix. Voilà. Alors, je reviens sur les fiches d'opérations standardisées. Donc, on a un catalogue aujourd'hui de 204 fiches d'opérations standardisées. Et aujourd'hui, les fiches d'opérations standardisées représentent 80% du volume de C2E délivré. Et donc, ces fiches, elles se répartissent par secteur. Donc, vous avez des fiches bâtiments résidentiels, donc qui sont appelées BAR, des fiches bâtiments tertiaires qui sont appelées BAT, les fiches BAT. Vous avez des fiches industrie qui sont appelées IND, réseau RES, transport TRA et agriculture Agri. Alors je vous ai remis là la production des fiches entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2020. Donc ce sont là toutes les fiches qui représentent 70% de la production des C2E aujourd'hui. Donc vous voyez qu'en tête de liste, vous avez l'Indu T117, donc Inde. C'est donc une fiche industrie et donc c'est le système de régulation de chaleur sur un groupe de production de froid qui représente 22% de la production des C2E aujourd'hui. Ensuite, vous avez une fiche isolation des combles et de toiture en résidentiel, isolation d'un réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire en résidentiel et isolation de plancher en résidentiel. Ensuite, vous avez l'isolation des murs en résidentiel. Ensuite, on a une fiche matelas pour l'isolation de points singuliers en industrie, une fiche lampe LED de classe A+, une fiche à nouveau industrie, système de régulation sur un groupe de production de froid, et puis à nouveau une fiche système de récupération de chaleur sur le groupe de production de froid, Hortan-Calais, sur l'agriculture. Voilà. Bon, je ne vais pas descendre, vous voyez un peu tout ça. Alors je vous ai repris la première fiche, la fiche Indu T117. Alors voilà comment se présente une fiche d'opération standardisée. Alors, premier point, vous voyez qu'il y a la Marianne. Donc, ce qui veut dire que toutes les fiches d'opération standardisées sont publiées par arrêté ministériel. Donc, c'est le ministre qui signe les fiches. Et la fiche, elle reprend quoi? Elle reprend le secteur d'application. Donc, l'Indu T117, on est bien sur une fiche industrie. Elle explique dans la dénomination de cette fiche, il s'agit de mettre en place un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer sur site de l'eau ou de l'air. Elle a des conditions de délivrance de certificats. Donc, on dit qu'il faut que ça soit ici, il faut que ça soit réalisé par un professionnel. Cette fiche, elle nécessite une étude préalable de dimensionnement signée et réalisée par un professionnel de manière à étudier les besoins de chaud. Vous avez un certain nombre de preuves qui sont à fournir pour prétendre à un certificat d'économie d'énergie. Et puis derrière, vous avez donc la durée de vie conventionnelle, donc 14 ans, donc ce qui veut dire qu'on a calculé le forfait sur la base de 14 ans. Et là, vous avez le niveau de forfait. Donc, si vous êtes un site industriel qui travaillait en une fois 8 heures, vous avez un montant de certificat d'économie d'énergie qui est de 21 600 kWh Qmac que vous multipliez par la puissance thermique de votre système de récupération de chaleur en kilowatts. Voilà. Donc ça vous donne votre forfait. Donc vous avez pour toutes les fiches d'opération, les 204 fiches d'opération standardisées, vous avez des forfaits. Et puis derrière, vous avez ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur, qui vient en fait résumer l'opération. Et cette attestation sur l'honneur doit être signée à la fois par l'installateur qui a mis en place le
l'équipement, mais aussi par le bénéficiaire. Donc le bénéficiaire va attester sur l'honneur que qu'une action a bien eu lieu sur son site. Voilà. Donc vous retrouvez ça pour tout l'ensemble des fiches d'opération standardisées. Alors juste quelques mots sur la manière de prendre le sujet. Alors qu'est-ce que comprend un dossier C2E? Donc je l'ai dit tout à l'heure, un dossier C2E, il faut que pour prétendre à certificat d'économie d'énergie, les demandeurs de certificat d'économie d'énergie, donc les obligés, les délégataires par exemple, doivent prouver qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif. Donc ça veut dire que pour le résidentiel, il y a un cadre de contribution en résidentiel qui est formalisé, c'est-à-dire dans lequel on exprime la manière dont le rôle actif et incitatif est matérialisé. Donc souvent, je l'ai dit, c'est dans 95% des cas, ce sont des euros. C'est un chèque qui est amené au bénéficiaire pour l'aider à financer son opération. Mais sinon, ça peut être des accords commerciaux qui peuvent avoir lieu avec des fournisseurs d'équipements ou directement avec des bénéficiaires, dans lequel on explique que l'obligé ou le délégataire va apporter X euros par mégawattheure QMAC à chaque fois que on mettra en place une action éligible au certificat d'économie d'énergie. Ensuite, le deuxième jalon clé dans le montage d'un dossier, c'est la date d'engagement de l'opération. Donc, c'est la date de signature du devis, du bon de commande, et pour les collectivités de l'ordre de service. Donc, c'est vraiment la matérialisation que l'opération est engagée. Et à noter que le rôle actif et incitatif doit toujours, bien évidemment, être en amont de cette date d'opération, de manière à éviter en fait les effets d'aubaine. Ensuite, donc vous avez les débuts de travaux, les fins de travaux. Donc là, il n'y a pas de réglementation en matière de temps lié aux travaux. Et ensuite, vous devez identifier la date d'achèvement de l'opération. Donc la date d'achèvement de l'opération, c'est la date de signature de l'attestation sur l'honneur, avec la date de facture, et vous joignez généralement des fiches techniques de l'équipement si besoin. Donc bien évidemment, si on demande dans la fiche avoir des études préalables, bien évidemment, il faudra joindre à ces pièces les études préalables, études comme on l'a vu sur l'Indut 117 où il y a des besoins exprimer les besoins de chaleur du site. Et ensuite, à partir de la date d'achèvement de l'opération, les acteurs ont 1 an pour déposer les dossiers certificats d'économie d'énergie. Juste dernier point pour les questions un peu clés à se poser quand on veut faire des C2E et que vous êtes bénéficiaire. Le premier point, c'est quels sont vos objectifs. Alors généralement, les objectifs des acteurs pour s'appuyer sur les dispositifs C2E, c'est ils veulent augmenter leur productivité, ils veulent moderniser leur outil de production ou moderniser leur mode de chauffage pour des bâtiments tertiaires ou leur ventilation, etc. Enfin, donc modifier leurs équipements. Ils veulent bien évidemment réduire leur consommation d'énergie, puisqu'en fait, les certificats d'économie d'énergie et la finalité première des certificats d'économie d'énergie, c'est bien la baisse de l'énergie, la baisse de consommation d'énergie finale. Et puis, ils veulent bénéficier d'une aide financière pour investir dans un équipement performant, consommant moins d'énergie. Et donc, les C2E, ils permettent tout ça. Ensuite, donc, la deuxième question à se poser, c'est quelle est la nature de votre projet, du projet. Donc, quel est mon process, quel est mon bâtiment, la nature de mon bâtiment, qu'est-ce que je veux faire sur mon bâtiment, qu'est-ce que je veux modifier sur mon bâtiment. Et par rapport à mon projet, est-ce que je dispose aujourd'hui de fiches d'opération standardisées? Est-ce que mes équipements sont éligibles au certificat d'économie d'énergie? Et donc là, il y aura 2 solutions. C'est soit vous avez une fiche d'opération standardisée, dans ce cas, vous appliquez la fiche d'opération standardisée, soit vous n'avez pas de fiche d'opération standardisée et vous pouvez réaliser ce qu'on appelle une opération spécifique. J'y reviendrai après. Ensuite, quel acteur peut vous accompagner? Alors, on l'a vu, les acteurs clés du dispositif qui payent en fait le dispositif, ce sont les énergéticiens, les délégataires. Globalement, les énergéticiens, aujourd'hui, mettent dans le dispositif C2E entre 4 milliards et 5 milliards d'euros par an.
c'est ce que coûte aujourd'hui aux énergéticiens le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est donc un dispositif aujourd'hui qui est monstrueux en termes d'argent versé et qui est un des dispositifs les plus aboutis aujourd'hui pour aider l'État à répondre donc à l'article 7 de la réglementation européenne sur l'efficacité énergétique. Ensuite, vous avez d'autres acteurs, vous avez des mandataires, donc des sociétés qui se sont créées et qui peuvent intervenir pour le compte, par exemple, d'énergéticiens ou délégataires. Et puis, vous avez des fournisseurs d'équipements, des bureaux d'études, qui, à un moment donné, notamment pour les fournisseurs d'équipements, peuvent tout à fait intégrer dans leurs offres d'équipement le dispositif des C2E en apportant une aide financière directement sur leur devis et donc sur leur facture. Donc ça se traduit sur une facture par une réduction du montant total de la facture avec une ristourne sur le montant TTC de la facture. À quel prix valoriser vos C2E ? Eh bien, vous avez un prix à négocier en amont en euros du mégawattheure CUMAC. Et pour vous donner une indication, vous pouvez aller voir sur le site emi.fr où vous avez en fait un indice prix des certificats d'économie d'énergie et l'indice spot qui est publié tous les mois et qui vous donne une indication du prix du C2E à un moment donné. Alors bien évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet indice prix et indice spot, ce sont des prix globaux de certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que le bénéficiaire ne va pas toucher l'intégralité de ce prix, puisqu'en fait, il y a une prime C2E auquel se rajoutent bien évidemment les prix, les coûts commerciaux des acteurs, les marges des acteurs et les coûts de gestion administrative des certificats d'économie d'énergie. Donc le prix de l'aide financière qui est apportée au titre des C2E est toujours inférieur à ce prix de l'indice EMI et prix spot. Ce qu'il faut regarder, c'est quand vous négociez des dossiers certificats d'économie d'énergie, c'est de regarder, vous avez le prix bien évidemment facial, mais vous avez aussi le niveau de service qui est apporté par les acteurs. Vous avez le délai de paiement, à quel moment vous allez être, la prime va-t-elle être versée la prime C2E va-t-elle être versée après les travaux, à validation du dossier C2E. En amont des travaux, certains acteurs aujourd'hui sont capables de proposer une sorte d'avance de C2E. Et puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est la qualité de signature de l'acteur avec lequel vous signez, puisqu'en fait, on l'a vu, les C2E le prix du C2E sont somme toute assez volatiles. On a connu entre 2014-2007 un retournement du marché où le prix du C2E est passé de 4 euros à moins de 2 euros. Et donc des acteurs se sont retrouvés à avoir pris des positions chez des bénéficiaires et à ne pas pouvoir respecter ces positions parce que le prix entre-temps des C2E avait fortement chuté. Et donc la qualité de signature est importante aussi. Il faut être capable il faut vous assurer que la personne avec laquelle vous négociez tiendra bien ses engagements. Voilà. Peut-être à ce stade une série de questions, Thierry. Quelques questions. Alors, une dernière question sur les délégataires. Quel est l'intérêt de passer par un délégataire pour déposer un dossier C2E? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier, des prix supérieurs, etc. Après, il y a quelques questions techniques. Je te laisse répondre à cette question déjà. Alors, cette question, donc délégataire ou mandataire. Alors, moi, j'ai souvent coutume de dire que le premier réflexe quand vous voulez faire un dossier C2E, c'est d'abord de vous adresser à votre énergéticien. Vous avez un fournisseur d'énergie, d'électricité, de gaz, de fuel. Déjà, allez voir, solliciter cet acteur en disant « Est-ce que vous pouvez m'accompagner au titre des C2E ?» Ça, c'est le premier point. Néanmoins, ça ne vous empêche pas d'aller voir aussi un délégataire. Alors, un délégataire, je vous l'ai dit, c'est une société qui est spécialisée dans la production des C2E. Donc, on peut imaginer qu'il va apporter peut-être un peu plus de services que des obligés, qui va pouvoir consacrer plus de temps à la réalisation des dossiers. Voilà, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut regarder ces deux acteurs. Alors après, vous pouvez aussi avoir des sociétés intermédiaires.
des mandataires qui, eux, travaillent pour le compte d'obligés délégataires. Donc, ils vont prendre une marge, bien évidemment, sur l'intégralité des services rendus. Et puis, dernier point, vous avez des fournisseurs. Là, l'intérêt du fournisseur, c'est qu'en fait, vous n'avancez pas d'argent. Enfin, vous n'avancez pas d'argent puisque la prime C2E est directement retirée du montant total de votre facture. Donc, c'est plutôt intéressant. Et donc, un délégataire, il est plutôt spécialisé. Donc, il connaît bien le dispositif. C'est son business de base. Voilà, avec peut-être une moins forte, moins importante couverture financière que peut être un obligé. Si vous signez avec un Total Engie EDF ou Eni ou Direct Energy, il est clair que vous avez des sociétés qui sont financièrement solides, donc vous avez l'assurance d'être généralement payé, ce qui est peut-être moins le cas pour un délégataire. C'est tout ça qu'il faut regarder. Quelques questions un peu. Alors, avant de la dernière qui est très technique, le montant de la pénalité impacte-t-il le dispositif et son dynamisme? Alors, le montant de la pénalité, en fait, il est fixé par période. Donc, en troisième période, le montant de la pénalité était 20 € du mégawattheure cumax. Alors, bien évidemment, 20 € du mégawattheure cumax, ça le montant. Alors, excusez-moi, je ferme une porte là, parce qu'il y a des travaux à côté. C'est un peu bruyant. Donc, le montant de la pénalité, elle affecte effectivement les obligés et en fait la pression que va imposer le dispositif sur les obligés. Pour que vous ayez quand même en tête, pour les gros obligés, les trois premiers là, le dispositif des C2E, c'est un dispositif qui pèse plusieurs milliards d'euros potentiellement dans leur compte, puisque vous faites les 20 € par 1600. Donc bien évidemment, généralement les obligés sont extrêmement c'est un sujet qui est extrêmement important pour les obligés. Ça peut d'ailleurs avoir une répercussion sur le prix des certificats, sur le prix des énergies, puisqu'en fait un obligé va rétrocéder au client final le coût du dispositif des C2E. Donc plus une période va afficher des objectifs importants avec un niveau d'obligation, de pénalité qui est même à 15 ou 20 €, bien évidemment, plus vous allez avoir une pression sur le prix des énergies. Donc c'est un peu la caractéristique, je dirais, de la quatrième période, où en fin de compte, on s'est retrouvé à une quatrième période où les obligés sont somme toute assez courts en matière de certificats d'économie d'énergie, avec des prix qui ont augmenté fortement, et donc qui se retrouvent à devoir faire payer le prix de leurs certificats d'économie d'énergie dans les énergies. Alors, sur quelques exemples, en décembre 2019, les associations de vendeurs de carburant annonçaient un prix du C2E dans le litre de carburant autour de 6 centimes d'euros par litre de carburant, ce qui correspondait bon an mal an à la prime à la taxe carbone qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Donc c'est pas anodin en termes de prix. Sur les offres Elec-Gaz, on est autour de 4 € du mégawattheure Elec-Gaz. Donc ce qui n'est pas non plus anodin. Donc il y a clairement, oui, une vraie pression qui est mise sur les obligés par rapport à ce niveau de pénalité. Tu viens avec cette dernière phrase de répondre à la dernière question qui était l'équilibre entre la pression nécessaire pour motiver le dispositif et l'impact sur le coût.
Il y avait Oui, également bien sûr. une question qui fixe la durée de vie des équipements et comment est-elle fixée? Alors, la durée de vie des équipements, donc, elle est fixée par les experts qui travaillent avec nous sur la rédaction des fiches d'opération standardisées, puisqu'en fait, c'est l'AT2E qui rédige les fiches d'opération standardisées et qui ensuite les propose à l'ADEME et à la DGEC pour validation. Et donc, c'est une discussion avec les experts et l'ADEME et la DGEC pour déterminer les durées de vie. Généralement, ça passe par des études étayées par les experts et les fournisseurs d'équipements qui doivent nous prouver que quand on affiche 20 ans de durée de vie de l'équipement, ben, effectivement, on a bien 20 ans derrière. Donc, c'est une discussion technique avec les acteurs. Alors, il y a une question très technique et après, on passera sur les fraudes constatées. La question très technique, c'est est-ce qu'il est envisagé un coup de pouce sur la BAR TH 164? Alors, j'espère que tu les connais par cœur, parce que moi, je ne sais pas à quoi elles correspondent. Alors, la TH164, c'est TH164, j'ai mon anti-sèche. Alors, TH164, je l'ai pas en plus dans mon. Alors, juste, vous avez qu'à me donner la solution. Parce que En attendant, rénovation globale des maisons individuelles, oui. Alors oui, puisqu'il y a un dispositif qui traite de la barre TH164 et de la BAT TH de mémoire 145, qui est la rénovation des logements collectifs. Et donc, les coups de pouce, ils sont réservés. Non, ils sont pas réservés. Ils sont réservés aux particuliers, oui. Avec des bonifications pour les précaires, grands précaires, mais accessibles aussi aux particuliers sans condition de ressources. Pour les logements communaux, alors si vous êtes sur des logements communaux, des logements communaux, non, vous êtes dans le cadre de bâtiments résidentiels, donc vous pouvez utiliser, Monsieur Lodetti, la barre ON101. Il n'y a pas de sujet. Je reviens peut-être sur les fraudes. Oui. Alors, comment? Alors, le sujet des fraudes. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à focaliser beaucoup sur les fraudes parce que effectivement, il y en a eu, notamment en 2019, qui ont été identifiées par la DGEC. Alors, sur les fraudes, il y a plusieurs actions qui ont été décidées et mises en œuvre durant cette 4e période. Tout d'abord, il y a un rapprochement très fort entre les services de l'État, entre le pôle national C2E qui gère les C2E, Bercy et la DGCCRF pour communiquer entre eux et voir comment ils peuvent identifier à un moment donné des sujets de fraude et comment ils peuvent les régler. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une collaboration très forte entre les différents services de l'État pour lutter contre ces fraudes. Deuxième point, il y a une augmentation très forte des exigences de contrôle sur les fiches d'opération standardisées. Donc, deux types de contrôle. Premier niveau de contrôle, en fait, on demande aux obligés, aux délégataires, aux demandeurs de certificats d'économie d'énergie de mettre en œuvre des contrôles post-opération pour vérifier que les opérations ont bien sont bien éligibles au dispositif des C2E et qu'ils répondent bien aux règles fixées dans les fiches d'opération standardisées. Donc aujourd'hui, on a des niveaux de contrôle qui sont obligatoires pour notamment les coups de pouce, mais aussi pour les fiches, par exemple, isolation, sur lesquelles on a vu le plus de fraude. Donc avec donc les obligés, par exemple, sont obligés délégataires, les demandeurs de C2E sont obligés de mettre des niveaux de contrôle de l'ordre de 5% de l'ensemble des dossiers, 5 à 10% de l'ensemble de leurs dossiers. Et ces contrôles sont généralement, réalisés par des tiers, donc des sociétés qui sont spécialisées dans justement ce type de contrôle.
Parfait. On peut passer peut-être. Alors, les coups de pouce sont-ils réservés aux particuliers? Donc ça, j'ai répondu. Alors, c'est quoi les fraudes les plus fréquentes? Je vais vous citer quand même la fraude la plus emblématique. C'est le pôle national C2E en 2018 contrôle un dossier. Généralement, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que quand vous déposez des dossiers sur la plateforme C2E, vous déposez par batch de 50 gigawattheures CUMAC. Et le pôle national C2E va extraire quelques dossiers de ces 50 gigawattheures CUMAC, va les contrôler. Et si ces dossiers sont contrôlés, sont corrects, la DGEC attribue l'intégralité des 50 gigawattheures CUMAC, c'est-à-dire valide l'intégralité de ces dossiers pour le demandeur. En 2018, donc, le pôle national C2E extrait un dossier déposé par un demandeur, regarde l'adresse, va sur Géoportail et se rend compte que l'adresse qui est proposée donne dans un champ, dans la région de Nantes. Se dit, tiens, c'est bizarre. Donc, bien évidemment, dans un cas comme ça, la DGEC va commencer à tirer les ficelles, va vérifier qui a installé, qui a réalisé cette rénovation, et donc va voir l'installateur, l'adresse de l'installateur, et commence sur sa base à extraire d'autres dossiers issus du même installateur. Et puis là, ils se sont rendus compte que plusieurs dossiers, effectivement, donnaient dans des champs. Et donc, à partir de là, il y a instruction du dossier. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait réalisation de fausses factures, tout simplement. Et ils ont démantelé donc un réseau de 3 installateurs dans la région de Nantes qui avaient déclaré des faux dossiers, qui avaient déposé et vendu ces faux dossiers à des délégataires. Le délégataire ayant lui-même revendu ensuite les dossiers à d'autres acteurs. Et donc, il y avait à peu près je sais plus, 2 TWh CUMAC de certificats d'économie d'énergie frauduleux. Voilà un exemple de fraude. Au-delà de ça, ça peut être simplement, non pas des fraudes, mais des manquements dans la réalisation des travaux. Sur l'isolation des comptes, c'est par exemple, vous n'avez pas l'épaisseur permettant de justifier du bon air, ou beaucoup d'erreurs sur des. Alors, ce ne sont pas des fraudes, mais il y a souvent des erreurs sur des mètres carrés, les mètres carrés d'isolation, par exemple. Voilà. J'avance, Thierry, peut-être? Oui, absolument. Alors, peut-être quelques mots sur une opération spécifique. Je l'ai dit tout à l'heure. Généralement, on imagine un industriel qui a un process. Cet industriel va regarder, a un projet de modification de son process. Et il sait qu'en modifiant son process, il va réduire sa consommation d'énergie sur son process. Son premier réflexe, parce qu'il connaît, et les industriels connaissent généralement assez bien le dispositif C2E, il va aller voir toutes les fiches d'opération standardisées. Je ne l'ai pas dit, mais les fiches d'opération standardisées sont disponibles sur le site de la T2E, sont disponibles sur le site de l'ADEME et sur le site de la DGEC. Donc, il va aller voir les fiches industrie, et là, il se rend compte qu'il n'y a pas de fiche pour ce qu'il veut faire. Néanmoins, il peut déposer ce qu'on appelle une opération spécifique qui est éligible aux conditions suivantes. C'est-à-dire que, l'opération, elle ne doit pas avoir été réalisée dans le seul but de respecter la réglementation en vigueur. L'opération ne se réduit pas à une substitution d'énergie, mais génère bien des économies d'énergie finale. L'opération, elle est conduite sur un lieu fixe clairement établi, c'est-à-dire dans un bâtiment, un site industriel. Et l'opération ne fait pas l'objet d'une fiche d'opération standardisée. Et donc, il va déposer un dossier opération spécifique dans lequel, en gros, il va constituer un dossier administratif et un dossier technique. Le dossier administratif, il répond à un certain nombre, c'est quasiment le même dossier administratif que sur une fiche d'opération standardisée. Et le dossier technique, il va répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire, généralement, il a souvent un audit énergétique, mais surtout, il va décrire la situation avant l'opération. Donc, il va décrire son procédé, il va décrire toute la partie qui va être impactée par l'opération,
est-ce qu'il a des consommations spécifiques ou pas, les quantités produites, sa capacité de production, et s'il peut des indicateurs de performance énergétique de sa production. Ensuite, il va décrire une situation de référence. C'est-à-dire, il va dire, moi, mes consommations d'énergie, je vais les prendre par rapport à cette situation de référence. La situation de référence, elle peut être prise soit en lien avec une fiche d'opération standardisée qui s'apparente à l'action qu'il veut réaliser, soit dans des brefs. Les brefs, ce sont les meilleures pratiques en milieu industriel. Si vous prenez par exemple le bref de la céramique, le bref de la céramique, on va vous expliquer que pour faire 1 tonne de céramique, il faut consommer, les meilleurs sites consomment X kilowattheures, mégawattheures d'énergie par tonne de céramique. Donc vous pouvez constituer sur un process une référence de consommation. Vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur des états technico-économiques du marché, sur des références réglementaires, sur des données sectorielles, des comparatifs inter-entreprises ou des comparatifs intra-sites. C'est-à-dire si vous avez 2 process, il y en a un qui est plus performant que l'autre, vous allez expliquer pourquoi il est plus performant que l'autre, et vous pouvez peut-être prendre une situation de référence par rapport à cette process. Donc, une fois que vous avez fait cette situation de référence, vous allez projeter votre projet en imaginant ce que va consommer en énergie finale votre projet. Et donc, c'est ce qu'on appelle la situation prévisionnelle après l'opération. Et donc, vous allez avoir donc une économie d'énergie projetée et que vous allez ensuite ramener à une durée de vie de votre installation avec un coefficient de taux d'actualisation de 4%. Et là, vous obtenez donc un forfait en kilowattheure cumulé actualisé. Dernier point qui est important, vous allez devoir calculer un taux de retour sur investissement. Alors, l'ADEME parle de taux de retour brut sur investissement, qui prend en compte en fait les coûts de votre installation et par les économies d'énergie qui sont réalisées par votre installation. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous déposez votre dossier C2E. Et donc la DGEC a généralement 6 mois pour réaliser le dossier et valider l'opération spécifique. Voilà. Donc les opérations spécifiques, ce sont souvent des opérations qui sont assez longues, mais qui sont sur des gros volumes de certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une opération spécifique pour une opération de 150 MWh/CUMAC, parce que bien évidemment, ça n'en vaut pas la peine. Mais par contre, sur des opérations de 1 giga, 2 giga, 3 GWh/CUMAC, ça commence à être intéressant. Y a-t-il des questions peut-être là-dessus? Oui, il y a quelques questions. La nouvelle durée d'archivage des documents justificatifs, 9 ans au lieu de 6, s'applique-t-elle uniquement aux opérations déposées à partir du 1er juin 2020? Alors, ça, c'est le principe même du dispositif des C2E, c'est que effectivement, par rapport, on a toujours cette échéance. Donc oui, ça s'applique après l'entrée en vigueur du décret. Et pour l'ensemble des opérations déposées avant. Alors attendez. Et pour l'ensemble des opérations déposées même avant cette date. Non, c'est pour les opérations déposées après cette date. En fait, c'est le même principe quand vous avez une révision de fiche d'opération standardisée. Vous avez une publication au journal officiel. Et vous allez toujours fixer votre date d'engagement. Si votre date d'engagement est antérieure à la publication de la fiche, antérieure à la date de publication au journal officiel, vous allez utiliser la version antérieure à cette publication. Et si votre date d'engagement est postérieure à cette date de publication, là, vous utilisez la nouvelle version. Donc, c'est la même chose pour ces textes. Un petit mot sur l'intérêt de lier le principe des C2E avec la démarche de management de l'énergie ISO 50001. Tu en as parlé un petit peu au début. Alors j'en ai parlé parce que effectivement, alors ça c'est ce qu'on milite, nous côté AT2E pour le système de management de l'énergie, parce que le système management de l'énergie vous fait rentrer dans une logique de suivi des consommations d'énergie. Et de facto,
on se rend compte que dès qu'un acteur commence à suivre ses consommations d'énergie de manière précise, on voit ses consommations baisser. Donc bien évidemment, la T2E milite pour ça. Et sur l'ISO 50001, on a donc un programme qui est le programme Pro SMEN, qui accompagne les entreprises à la certification ISO 50001 et qui permet de prendre en charge toutes les actions conduisant à la certification ISO 50001. Donc avec une aide financière, je le disais, au maximum de 40 000 euros pour accompagner les entreprises sur le SMN. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a quelques années, il existait une fiche système de management de l'énergie qui venait bonifier les fiches d'opération standardisées. Alors, ça n'existe plus, ça. Il y a eu des gros effets d'aubaine. Donc, on n'a plus du tout ça. Par contre, vous avez toujours une bonification avec le contrat de performance énergétique, le CPE, où là, on vient bonifier des certificats d'économie énergétique. Alors, est-ce qu'il existe une base de données avec des kilowattheures moyens par type d'action, fiche standardisée, prix moyen par fiche? Non, on n'a pas du tout de base de données là-dessus, puisque, bien évidemment, par type d'action, vous avez des forfaits de kilowattheures Cumac qui sont très différents. Si vous prenez, par exemple, la barre EN101, qui est isolation des combles sur le marché résidentiel, que citait un participant précédemment, votre forfait, il est calculé en fonction de la surface d'isolant par mètre carré. Donc, plus vous avez des surfaces importantes, plus le niveau de kilowattheures Cumac est important. Par contre, ce que vous avez, c'est vous avez de disponibles dans les fiches d'opération standardisées les kilowattheures Cumac et la façon de les travailler. Après, pour répondre à votre question, quand vous regardez la liste que je vous ai mis là précédemment sur les 70% de fiches, vous pouvez imaginer que, bien évidemment, ce sont les fiches qui sont les plus contributives, rétributrices en matière d'action, puisque c'est là où les acteurs se positionnent le plus. Une façon aussi de répondre à cette question. Pour le choix de la durée de vie, concernant les opérations spécifiques, c'est la même chose, c'est une argumentation. Quand vous avez un doute sur des durées de vie, notamment d'installation d'équipements industriels, l'ADEME préconise de prendre au maximum 15 ans. Même si vous pensez que votre durée de vie d'équipement est, je sais pas, de 25 ans, si vous n'avez pas des arguments vraiment extrêmement solides, il sera très dur de prendre une durée de vie de plus de 15 ans. Sinon, il faut argumenter. Argumenter avec bureau d'études ou installateur ou fournisseur d'équipement. Peut-on bénéficier d'une opération spécifique sur un moyen de transport? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun problème. On te demande d'expliquer également le programme C2E SAR. Alors, le programme C2E SAR, en fait, c'est un programme qui vise ni plus ni moins, je vais peut-être me faire des ennemis là-dessus, je vais pas faire des contents, mais à financer en fait les responsables énergie dans les régions que ne peut plus financer l'ADEME. Donc en gros, la DGEC propose, au travers du programme SAR, de financer les points énergie et les acteurs du point énergie, puisque les caisses de l'État sont vides. Donc, pourquoi pas, on finance au travers de ce dispositif. Alors, bien évidemment, c'est intéressant pour l'ensemble des obligés, puisque au travers des programmes, les obligés peuvent produire des certificats d'économie d'énergie à un coût de 5,50 € du mégawattheure Cumac. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un obligé met 5,5 € dans un programme, il va toucher 1 mégawattheure Cumac de certificat d'économie d'énergie.
Il y avait une question sur l'influence de la zone climatique. Je suppose que c'est au moment où tu parlais de l'isolation. Typiquement, sur l'isolation des combles, bien évidemment, entre le nord de la France et la région PACA, vous n'avez pas les mêmes températures, donc vous avez ce qu'on appelle des degrés jours unifiés. Et donc les degrés jours unifiés varient d'une région à l'autre. Et donc dans notre forfait certificat d'économie d'énergie, on prend en compte ces degrés jours unifiés. Puisque vous n'avez pas les mêmes économies d'énergie entre quand vous isolez une maison à Lille ou quand vous isolez une maison à Marseille. Ça se comprend assez facilement, je pense. Donc on le prend en compte dans les fiches d'opération standardisées, quand bien évidemment ça a un impact dans les fiches d'opération standardisées. Après, une question très pragmatique. À qui est reversée la prime C2E, à l'installateur ou au client? Alors là, vous avez plusieurs cas de figure. Je pourrais tenir 2 heures sur le sujet. On va prendre un exemple. Je suis un obligé. J'ai plusieurs façons de procéder. Première façon, je traite directement avec mes clients. Et donc, je vais traiter le dossier avec mon client. Donc, je vais monter le dossier C2E avec mon client. Et donc, je verse directement ma prime à mon client. Premier point. Deuxième point, je suis toujours un obligé. Je vais négocier avec, par exemple, des fournisseurs d'équipements. Un fournisseur qui va faire, je sais pas, je prends un exemple des presses électriques en substitution de presses hydrauliques, donc en milieu industriel. Donc, ce sont des presses qui s'adressent à de la place. Ah, Marc, on a un problème de son. Marc, on ne t'entend plus. Marc, est-ce que tu nous entends? Marc, je ne t'entends plus. On a un problème de son. Allô, allô. Ah voilà, c'est revenu, Marc, on t'a perdu. Oui, je suis revenu. Oui, parce que j'étais sur mon téléphone et en fait, je ne sais pas, le téléphone a sonné et ça a coupé. Okay. Donc voilà donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Très honnêtement, je ne me souviens plus exactement, mais donc ça fait déjà 2-3 minutes. Oh là, oui. Donc j'étais sur la réponse à la question concernant comment étaient apportées les primes aux clients. Oui, donc si je refais simple, premier niveau, je suis obligé, je traite directement avec mon client, j'apporte une prime directement à mon client final. Ça, c'est tout à fait possible. Oui. Deuxième solution, je négocie en amont avec des fournisseurs d'équipements et je vais convenir au travers d'une convention que mon fournisseur, lorsqu'il installe un équipement éligible au C2E, il va apporter 4 euros, 5 euros du mégawattheure QMAC au client. Et en plus de ça, je le rémunère, lui, pour son travail à la fois de montage de dossiers et d'apport d'affaires. Et puis, à partir de là, vous pouvez mettre des intermédiaires. Et tous les cas sont donc possibles. Voilà. Merci.
Peut-être en quelques minutes, ce dernier point qui peut être important pour certains, est-ce qu'on peut cumuler les aides ADEME et du fonds chaleur et les C2E? Alors, ben voilà, j'y suis. Donc, il y a l'arrêté et le décret du 9 décembre 2019 qui supprime en fait l'interdiction du cumul C2E fonds chaleur. Donc, il peut donc y avoir des aides C2E si l'aide ADEME a été prise en compte dans la décision de délivrance dans son dimensionnement. Donc, les principales interactions avec le fonds chaleur et les C2E, c'est essentiellement C2E raccordement, donc les fiches qui traitent des C2E raccordements, et les fiches qui traitent récupération de chaleur, en réseau, mais aussi hors réseau. Et là, il faut être très clair, il y a deux possibilités. Soit on est dans le cadre d'un cumul certificat d'économie d'énergie fonds chaleur, qui reste l'exception, c'est-à-dire que les C2E viennent s'ajouter après l'analyse économique de l'ADEME. Donc, en gros, les C2E n'interviennent pas dans le TRI de l'analyse économique de l'ADEME. Donc, c'est le cas du raccordement. Et deuxième sujet, qui est le cas plutôt global, qui est plutôt local, générique, on va dire, qui est simplement une articulation entre les C2E et le fonds chaleur. C'est-à-dire que les aides fonds chaleur sont modulées en fonction des aides certificats d'économie d'énergie. Et ça, c'est le cas de la récupération de chaleur. Et donc, dans ce cadre-là, l'acteur qui demande l'aide ADEME est généralement aussi le bénéficiaire des aides C2E. Alors, un zoom là-dessus. Donc, si on prend les C2E raccordement et le fonds chaleur, là, vous avez deux solutions. Fonds chaleur, réseau forfait. Donc, dès l'instant où vous avez des aides, et on peut d'ailleurs le généraliser, hein, dès l'instant où vous avez des aides ADEME au forfait, il n'y a pas de certificat d'économie d'énergie. Ça, il faut vraiment l'avoir très clairement en tête. Par contre, dans le cas d'aide ADEME avec fonds chaleur réseau assiette éligible, là, vous pouvez avoir un cumul. Pour le fonds chaleur fatal et les C2E sur la récupération de chaleur, là, il y a articulation. Et l'articulation, donc je vais rezoomer à nouveau. Donc, pour les réseaux, pour C2E raccordement, donc là, on est dans le cadre d'un réseau au forfait. Donc, vous faites une demande d'aide ADEME. Donc, l'aide ADEME, elle est forfaitaire en fonction des mégawattheures, par exemple, d'ENR réseau. Dans ce cas-là, il n'y a pas de prise en compte des C2E prévisionnels pour le dimensionnement de l'aide. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à C2E. Une fois que vous avez soldé votre convention avec l'ADEME, là, effectivement, vous pouvez à nouveau faire appel à des certificats d'économie d'énergie, notamment sur le raccordement. Donc, ça, c'est le premier cas. Dans le cadre des réseaux assiette éligibles, vous faites une demande d'aide ADEME. Donc, le calcul de l'aide ADEME et du prix de la chaleur aidée, donc le calcul de l'ADEME est fait par l'ADEME. Donc, l'ADEME, en gros, va vérifier que les aides certificats d'économie d'énergie, en plus des aides fonds chaleur, ne viennent pas créer des effets d'aubaine. Ce qui veut dire que s'il y a effet d'aubaine, l'ADEME peut tout à fait réviser le niveau des aides du fonds chaleur. Ensuite, les demandes de C2E, le montage du dossier C2E, il va se faire en justifiant du rôle actif et incitatif, en apportant la police d'abonnement et les conventions ADEME. Donc, il y a tout à fait la possibilité de proposer des C2E raccordement. Et sur le solde de la convention, voilà, une fois que les mégawattheures aidés ont été livrés, il n'y a plus besoin de joindre la convention. Donc là, il y a bien un travail de l'ADEME lié au fonds chaleur qui va prendre en compte en fait les certificats d'économie d'énergie en amont. Juste quelques mots sur la récupération de chaleur. Donc sur la récupération de chaleur, vous avez deux cas. Soit vous êtes sur des projets avec moins de 6 gigawattheures de chaleur récupérée, et si vous êtes sur des opérations simples de récupération de chaleur, donc qui font appel aux fiches d'opération standardisées qui sont affichées ici, vous ne pouvez pas cumuler, vous ne pouvez pas articuler, fonds chaleur avec les certificats d'économie d'énergie. Par contre, si vous êtes sur des opérations de récupération de chaleur avec des compléments, donc C2E, là, vous pouvez articuler. Et l'ADEME, lorsqu'elle va étudier
l'aide fonds chaleur qu'elle va faire, son calcul de TRI, va prendre en compte l'aide qui est apportée par les certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est pour les projets inférieurs à 6 GWh. Et par contre, pour les projets supérieurs à 6 GWh de chaleur récupérée, là, vous êtes généralement en opération spécifique et en fiche d'opération standardisée. Et là encore, il y a un ajustement de l'aide ADEME en fonction des taux de retour sur investissement. Et si l'ADEME considère qu'il y a un effet d'aubaine, elle viendra ajuster les aides ADEME par rapport à l'aide qui est apportée au travers du dispositif C2E. Voilà un peu dans les grandes lignes ce qu'il faut retenir des cumuls fonds chaleur, certificat d'économie d'énergie. Pour être complet là-dessus, là je vous ai parlé donc des fonds chaleur liés au réseau et à la partie récupération de chaleur. Il y a aussi bien évidemment les fonds chaleur qui est lié à la production des ENR. Pour les fiches, pour les projets inférieurs à 12 gigawattheures de production d'ENR, donc tout ce qui concerne la biomasse, le solaire thermique, la géothermique, là il n'y a pas cumul possible de C2E. Par contre, pour les C2, pour les installations supérieures à 12 gigawattheures, il peut y avoir articulation fonds chaleur avec C2E. Et de la même manière que vous êtes en fait dans la même logique que pour le fonds chaleur fatale. Articulation avec prise en compte du taux de retour sur investissement et ajustement des aides ADEME. Dernier point sur les C2E. Les C2E sont compatibles avec les aides régionales et sont compatibles avec les aides européennes, les aides FEDER. Voilà dans les grandes lignes les messages que j'avais à faire passer. Merci Marc. Peut-être 2 secondes pour regarder les 2 dernières questions. Existe-t-il des fiches C2E sur la production d'hydrogène ou équipements fonctionnant à l'hydrogène? Non. Est-ce que c'est envisagé? C'est la fin de la question. Tout est envisageable dès l'instant où les acteurs montent un dossier en me présentant des économies d'énergie finale. Si on est uniquement sur une substitution d'énergie, non, ce n'est pas possible. Par contre, s'il y a bien des économies d'énergie finale, oui, pourquoi pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Les C2E prennent-ils en compte les émissions CO2 des solutions mises en œuvre? Par exemple, pour une même puissance de chauffage, les C2E sont identiques, que ce soit pour du fioul ou de l'électricité. Alors aujourd'hui, la réponse est non, à l'exception des sites soumis à quota CO2. Donc c'est l'arrêté du 22 septembre 2019 qui spécifie bien que certaines installations soumises à quota CO2 sont éligibles au C2E et que si ces installations substituent une énergie moins carbonée très carbonée par une énergie moins carbonée, il y a une bonification des certificats d'économie d'énergie. Mais c'est la seule exception dans le dispositif. Et au-delà de ça, indirectement, les coups de pouce viennent travailler sur cette composante CO2, puisque aujourd'hui, les coups de pouce, notamment sur la partie chauffage, viennent bonifier des substitutions de chaudières fuel par des chaudières ENR ou des chaudières gaz à très haute performance énergétique. Parfait. Enfin, la dernière question. Le coup de pouce tertiaire concerne-t-il aussi les bâtiments qui ne sont pas dans un quartier équipé d'un réseau de chaleur? Il y a dans ce coup de pouce le fait qu'il faut prouver que le bâtiment n'est pas raccordable à un réseau de chaleur ENR. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair, mais oui, c'est ça qu'il faut prouver. Merci Marc pour ton intervention. C'était très riche. Je suppose qu'il y a plein de questions. C'est pour ça que j'incite tous les participants à participer à notre colloque de novembre qui sera beaucoup plus dense, beaucoup plus précis, avec beaucoup d'exemples.
On vous enverra la date, on vous enverra également avec le mail que vous avez laissé les éléments et les présentations que vous avez pu voir aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore Marc pour cette présentation. Et, merci à toi pour l'organisation de ce webinaire. Et je vous souhaite voilà, je vous souhaite pas un bon retour puisque c'est en vidéo, donc vous êtes tous à domicile, mais en tout cas une bonne fin de journée et un bon appétit. Merci à tous. Bonne fin de journée.